Alors maintenant, on va parler de cellules. Et comme vous le savez sans doute, en fait, les cellules, c'est le constituant de base de notre corps humain. En fait, tous nos tissus, tous nos organes sont constitués d'un amas très très organisé de tout un tas de cellules très différentes qui ont des fonctions très diverses. Alors, le titre de mon talk aujourd'hui, c'est le gras de nos cellules. Alors, je ne sais pas comment vous trouvez ce titre. Peut-être il y en a qui trouvent ça un peu provocateur, peut-être un peu péjoratif, un peu faux. Ils n'auront peut-être pas tout à fait tort. Je ne sais pas. Quand on va dans des séances de vulgarisation scientifique comme ça, je sais pas, je trouve on parle toujours de protéines, de gènes, que ce soit en maladie ou en physiologie, de médicaments, voilà. Et très, très rarement on parle de gras. Le gras, ça a toujours un peu une connotation un peu négative. Je sais pas, vous connaissez des phrases positives où il y a le mot gras, je sais pas. On dit toujours, je sais pas, je me trouve trop gras, mange pas trop gras, bon, ça c'est trop gras, bon, en fait. Et en fait, ça, je suis là ici pour démontrer que c'est tout à fait faux et que effectivement le vaisseau et le CNRS ont raison. Le gras, c'est la vie, parce que nos cellules en fait sont constituées essentiellement de gras, ou plus précisément de lipides, parce que tous les lipides ne sont pas des graisses. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, et on va voir un peu, à travers un exemple, à quoi ça sert et pourquoi c'est fondamental. Alors, tout d'abord, on va aller regarder un peu la structure d'un lipide. Alors, on va faire ça de façon très schématique. Alexander ira un peu plus dans les détails tout à l'heure. Moi, j'ai choisi une classe de lipides qui est les phospholipides, qui est en fait les lipides qui constituent les membranes de nos cellules. De quoi c'est constitué? Donc, de façon très schématique, c'est assez simple. C'est une grosse tête là, et deux grandes jambes. C'est assez mal foutu, en fait. Donc, la tête, qu'on appelle la tête polaire, elle a une propriété physico-chimique qui est assez intéressante, c'est qu'elle adore l'eau. Tandis que les jambes, elles n'aiment pas être mouillées. Donc les chaînes, c'est des chaînes d'acides gras qui détestent l'eau. Alors ça a une conséquence, c'est que si vous essayez de mélanger des lipides ensemble et que vous rajoutez de l'eau, ben, qu'est-ce qui va se passer? La tête polaire, en fait, elle va s'orienter au niveau de l'eau et les chaînes d'acides gras vont se regrouper entre elles pour pouvoir éviter l'eau. Et ça, c'est intéressant parce que ça crée en fait ce qu'on appelle des bicouches lipidiques, donc c'est ces deux couches de lipides l'une sur l'autre, qui sont capables ensuite de s'organiser en membranes étanches. Et ces membranes étanches, c'est tout simplement les parois de nos cellules. Donc nos cellules sont entourées de membranes complètement étanches, qui fait qu'elles ont un milieu intracellulaire qui est complètement différent du milieu extracellulaire. Si on se représente ça de façon tridimensionnelle, donc si on imagine une cellule ronde, on a des cellules de différentes formes dans le corps, mais on a aussi des cellules rondes. Donc en fait, une cellule ronde, c'est une sphère composée de bicouches lipidiques. Alors celle-là, elle est vide. Alors bien évidemment, dans la cellule, il y a tout un tas de choses. C'est pas vide. Vous avez les protéines, l'ADN, etc. Différentes molécules, mais vous avez aussi, ça c'est encore intéressant, vous avez d'autres structures formées, entourées de bicouches lipidiques. C'est ce qu'on appelle les compartiments intracellulaires. Alors vous en avez de différentes formes. Quand c'est rond, c'est plutôt une vésicule, donc c'est un peu comme ça, hein, c'est une boule qui se promène dans la cellule. Il y a d'autres structures qui ont des formes un peu différentes. Et ces structures intracellulaires, donc ces bicouches lipidiques qui se baladent à l'intérieur, c'est très dynamique. Ça se promène d'un côté à l'autre de la cellule, ça se rencontre, ça synthétise du matériel, ça échange du matériel. C'est ce qu'on appelle en fait le trafic membranaire intracellulaire. Et nous, au laboratoire, on travaille beaucoup là-dessus, parce que c'est indispensable à la fonction de certaines cellules. Alors là, ça devient compliqué, parce que finalement, la cellule, c'est une boule, c'est un sac étanche, avec tout un tas de trucs à l'intérieur qui nous permet de vivre. Mais à l'intérieur, il y a d'autres sacs aussi étanches. Donc on va voir un peu, à travers un exemple, à quoi ça sert. Et l'exemple que j'ai choisi, c'est un exemple qu'on étudie bien évidemment au laboratoire et qui était au cœur de notre projet ANR, c'est la libération des hormones. Donc vous savez que dans le corps humain, on a tout un tas d'hormones qui sont nécessaires. Donc les cellules qui sécrètent les hormones s'appellent les cellules endocrines. Je vais représenter à travers ce corps humain quelques endroits, des tissus et des organes clés qui sont bien connus pour sécréter certaines hormones. C'est quoi une hormone? Une hormone, en fait, c'est un messager chimique, on va dire, qui doit être sécrété par la cellule, arriver dans la circulation sanguine pour aller agir à distance sur une autre cellule et avoir son effet. Les systèmes endocrines, donc de libération d'hormones, sont absolument indispensables à la vie. Vous ne pouvez pas vivre sans sécréter des hormones. C'est indispensable à la croissance, au développement, au métabolisme, et ça régule de façon très très précise en fait ce qu'on appelle l'homéostasie
du corps humain. L'homéostasie, c'est un peu tout l'équilibre, ça régule vos intestins, votre rythme cardiaque, etc. Tout ça, c'est régulé par les hormones. Et si vous avez un problème de sécrétion d'hormones, donc un problème de trafic membranaire, eh bien, ça crée des déséquilibres créent des symptômes créent des maladies, etc. Donc il y a tout un tas de maladies qui sont liées à des déséquilibres hormonaux, vous en connaissez sans doute plein. Alors, si on revient à la cellule, parce que c'est ça qui nous intéresse, les hormones, elles sont stockées dans ces fameuses vésicules intracellulaires. Donc c'est dans un compartiment à l'intérieur de la cellule que c'est étanche. Alors comment ça rejoint? Ça doit rejoindre la circulation sanguine, je vous ai dit. Ok, mais c'est bien joli, mais ça c'est étanche. Ça c'est étanche. Donc comment on arrive dans la circulation sanguine? Et c'est ça qu'on étudie nous depuis plusieurs années, c'est-à-dire c'est le mécanisme qu'on appelle l'exocytose. Donc l'exocytose, comme son nom l'indique, c'est sortir de la cellule. Comment une hormone sort de la cellule et comment dans certaines pathologies, il y a un problème de ces sorties d'hormones. Alors j'ai mis un petit film qui parle. Alors ça c'est... Voilà comment ça se passe. En fait, les hormones là, qui sont représentées par les petits traits verts ici sont dans les vésicules. La vésicule, elle vient en périphérie et les deux bicouches lipidiques vont s'approcher et fusionner entre elles pour ne former plus qu'une seule bicouche lipidique. En fait, cette bicouche, elle va s'intégrer dans celle-là et du coup, les hormones vont pouvoir être libérées dans le milieu extracellulaire. Et le projet qu'on a au niveau de l'ANR concerne un peu la régulation de ces phospholipides dans ce processus d'exocytose des hormones. Alors, une chose importante qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les membranes cellulaires, donc les phospholipides de nos membranes cellulaires, sont organisés bizarrement de manière asymétrique. Souvent, dans le corps humain, on est symétrique. Là, c'est asymétrique. Je vous ai montré un exemple. Vous avez certains lipides, vous avez les bleus foncés et les roses, par exemple, vous voyez, qui sont du côté intracellulaire, donc à l'intérieur de la cellule. Il n'y en a pas à l'extérieur. Et vous regardez les bleus clairs et les verts, ils sont exclusivement du côté extracellulaire. Et ça, donc, ça crée une asymétrie qui est importante pour l'organisation. Et cette asymétrie, elle est dynamique et elle est régulée par d'autres protéines. Et c'est sur ces protéines que le projet ANR porte, à savoir comment ces protéines sont capables de réguler l'organisation des phospholipides dans la membrane, à quoi ça sert et quel est le rapport avec la sécrétion des hormones. Alors vous avez 3 types de protéines. Vous avez, alors c'est des sortes les deux premières, les flipases et les flopases, c'est des sortes de gardiennes. Vous savez, les lipides, il faut imaginer ça, un lipide c'est un peu mou comme ça, c'est un peu fluide, ça, de temps en temps ça aime bien se balader, donc il y a un lipide de temps en temps, un lipide qui doit être à l'intérieur, et hop, il va à l'extérieur, et inversement. Alors la flipase, elle est là pour vérifier ce qui se passe en extracellulaire, et dès qu'elle voit un lipide qui n'a rien à faire là, elle le remet à l'intérieur. La flopase, elle fait exactement l'inverse, elle surveille le milieu intracellulaire, et dès qu'elle voit un phospholipide qui est à l'intérieur et qui devrait être à l'extérieur, elle le remet à l'extérieur. Comme ça, ça maintient la symétrie des membranes. Et alors il y en a une troisième qui s'appelle la scramblase. La scramblase, ça vient du mot anglais scrambling, qui veut dire mélanger. Et nous, on s'intéresse un peu plus particulièrement à celle-ci, aux deux autres aussi, mais plus particulièrement ces dernières années à celle-là. Alors celle-là, elle fait un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que quand on l'active, elle mélange tout. Donc elle décide de tout casser, en fait. Parce que si vous activez une protéine, alors ce qu'elle fait, en fait, elle mélange tout. Ceux de l'intérieur, elle les met à l'extérieur, ceux de l'extérieur, elle les met à l'intérieur, de façon complètement spécifique, elle prend n'importe lequel. Du coup, vous arrivez à une situation où finalement, votre membrane devient asymétrique. Alors il y en a qui me regardent avec des yeux comme ça, mais c'est pas forcément mauvais. En fait, il y a des processus biologiques où c'est important de casser cette asymétrie. Ça donne un signal à la cellule pour dire bon, maintenant, on enlève cette asymétrie, tu fais ça, et après on réactive celle-là et on retourne à l'état normal. Et nous, on étudie au laboratoire comment cette scramblase, elle est capable de contrôler, de réguler, et en quoi elle est importante dans la sécrétion de certaines hormones. Voilà, donc gardez en tête, nos cellules sont constituées essentiellement de lipides, c'est la paroi, c'est la muraille de la ville de Troyes qui rend les cellules étanches. Et il y a aussi un gros trafic vésiculaire intracellulaire, enfin trafic membranaire intracellulaire. On a plein de membranes à l'intérieur des cellules qui sont indispensables pour la sécrétion de nos hormones. Aussi, j'en ai pas parlé pour une question de temps, mais pour la sécrétion des neurotransmetteurs par les neurones dans le cerveau. Donc sans trafic membranaire intracellulaire, c'est impossible de vivre.
Et je voudrais remercier l'ensemble de l'équipe dans lequel tous ces travaux ont été réalisés à l'Institut des neurosciences cellulaires intégratives, comme l'a dit en introduction sur le campus de l'Esplanade. Vous avez une photo ici, et particulièrement l'ANR, puisqu'on est là pour l'ANR, et vous pour votre attention. Merci beaucoup. Donc merci pour cette superbe introduction et bonsoir à tout le monde. Donc comme dit, aujourd'hui, on va voir, le gras a bien évidemment une très mauvaise réputation et c'est justifié. Il y a beaucoup de gras qui ne sont pas bons. Par contre, il y en a quelques-uns qui sont extrêmement bons pour la santé. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour commencer, on va parler de l'huile de foie de morue. Probablement, si vous avez été assez malchanceux pendant votre enfance, vous avez eu droit, après chaque repas, à votre petite cuillère d'huile de foie de morue. Et les plus chanceux d'entre vous en ont sûrement déjà entendu parler. Donc, maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi l'huile de foie de morue ? Alors, si on va juste manger du gras, pourquoi on ne prendrait pas un croc dans une plaquette de beurre ? Pourquoi on ne prendrait pas une cuillère d'huile de friture ? Bon, c'est pour ça, c'est un peu ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc l'huile, c'est principalement composé des molécules qu'on appelle les acides gras. Donc comme on l'a vu avec Stéphane tout à l'heure, ils représentent les queues apolaires de phospholipides qui composent nos membranes. Et donc ces acides gras, c'est une répétition d'atomes de carbone, ici dans ce cas 16 atomes de carbone pour l'acide palmitique. Et donc il y en a plein de différents des acides gras. Parce que on peut avoir plus d'atomes de carbone, au lieu d'en avoir 16, il peut y en avoir 18, 20, 22. Ou alors, il peut y avoir ce qu'on appelle les insaturations. Donc les insaturations, un peu, lorsque vous regardez les produits que vous achetez au commerce et que vous regardez un peu la quantité de gras, vous voyez marquer qu'il y a 4 grammes d'acide gras, dont 3 grammes de graisse saturée. Les graisses saturées, c'est ça, et le reste, c'est les insaturés. Et donc, en fonction du nombre d'insaturations et de la position de ces insaturations, on va avoir des phospholipides totalement différents. Par exemple, ici, lorsqu'on a une molécule qui est totalement saturée, donc l'acide palmitique, qu'on retrouve beaucoup dans l'huile de palme, on va avoir un phospholipide qui va avoir à peu près cette tête-là. Il est tout droit. Voilà. Par contre, si on commence à rajouter une insaturation, donc ici, c'est ce qu'on appelle un oméga 9, parce que l'insaturation est sur le 9e atome de la chaîne de carbone, on va avoir, et d'ailleurs ça s'appelle l'acide oléique, parce qu'on en retrouve beaucoup dans l'huile d'olive, on ne va pas les chercher très loin les noms généralement, ça va faire ce petit coude dans la molécule, ce qui change totalement la structure de la molécule. Et bien évidemment, on peut aller très très loin. Ici, on a un de ces fameux oméga 3 qui a 6 doubles liaisons, donc 6 insaturations, ce qui fait que la chaîne, elle fait n'importe quoi. Donc là, j'en ai montré que 3, bien évidemment. Mais en réalité, des lipides, il y en a des milliers de différents qui ont été créés par la nature et par la vie. Et nos cellules ont réussi à exploiter cette diversité pour fonctionner correctement. Et c'est ça qui est vraiment passionnant un peu dans ce sujet, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Bon, après, comme je l'ai dit au début, je suis neurobiologiste. Ou je ne l'ai pas dit, mais dans mon introduction, on l'a dit. Donc je suis neurobiologiste, et c'est un peu le cerveau qui m'intéresse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se focaliser vraiment sur cet acide gras en particulier, qu'on appelle d'ailleurs l'acide cervonique, pour une raison, c'est parce qu'on en retrouve beaucoup dans le cerveau. Donc le cerveau, mine de rien, c'est le 2e organe le plus gras de notre corps, juste derrière le tissu adipeux. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais à sec, votre cerveau, c'est la moitié de lipides. Donc la moitié de votre cerveau, c'est vraiment du gras. D'un autre côté, là on va revenir un peu à l'huile de foie de morue, notre cerveau est extrêmement enrichi en oméga 3. Et on sait aussi, au niveau des maladies, au niveau de ce qu'on appelle l'épidémiologie, que les oméga 3, ils vont avoir des effets protecteurs pour les maladies neurodégénératives, ils vont ralentir le déclin cognitif, ils sont bien pour les troubles de la vision. Maintenant, la question, c'est un peu pourquoi. Alors nous, dans le laboratoire, on s'est intéressé plus particulièrement, donc comme on l'a un peu présenté Stéphane, on s'intéresse plus particulièrement à ce phénomène de trafic membranaire. Et donc dans notre cerveau, il va y avoir ce qu'on appelle un processus de libération de neurotransmetteurs qui permet de passer le message nerveux d'une cellule, d'un neurone à l'autre. Et donc c'est par exemple ce phénomène qui a lieu en ce moment même, des milliers de fois dans votre tête, pour que vous puissiez comprendre ou interpréter ce que je suis en train de dire.
Donc, par contre, moi, pour ce projet, on n'a pas travaillé directement sur des neurones. On a travaillé sur des cellules nerveuses un peu particulières qui s'appellent les cellules chromaffines. Donc les cellules chromaffines, c'est les cellules qui sont situées dans une glande juste au-dessus du rein, elle s'appelle la glande adrénale, et qui libèrent l'adrénaline. Donc là, tous les petits points noirs qu'on voit sur cette image de microscopie électronique, c'est une de ces vésicules dont nous a parlé Stéphane, qui est remplie d'adrénaline. Et lorsqu'on stresse, cette adrénaline, elle est libérée dans la circulation sanguine. Justement par ce processus d'exocytose où il va y avoir un phénomène de fusion des bicouches lipidiques. Donc ces cellules, nous, on peut faire plein de choses avec. Donc c'est assez intéressant. Déjà, on peut les regarder en microscopie électronique. On peut regarder où sont positionnés les granules. Mais on peut aussi faire des expériences un peu plus fonctionnelles. Donc regarder combien de granules fusionnent lorsqu'on va stimuler les cellules, ou regarder à quelle vitesse elles fusionnent. Donc, en l'occurrence, on peut également aller les casser, ces cellules. Ça, c'est ce qu'on adore faire, justement, un peu en science. On adore casser les choses. Et là, on va casser les voies de biosynthèse de certains lipides. Et, d'un autre côté, quand on casse quelque chose, il faut bien évidemment le réparer. Donc nous, ce qu'on a fait maintenant pour ce projet, c'est on a cassé les choses et on a rajouté certains acides gras sur les cellules. Et c'est là où c'est devenu très intéressant. Parce que lorsqu'on va rajouter des acides gras saturés, d'ailleurs, il ne s'est pas passé grand-chose. Par contre, lorsqu'on a rajouté des acides gras oméga 9, on a vu que le nombre de vésicules qui étaient accrochées à la membrane plasmique, donc on appelle ça des vésicules qui sont ancrées, donc grâce à des câbles moléculaires, il est normal. Alors que normalement, lorsqu'on est allé casser le métabolisme de nos lipides, il n'était pas normal. D'un autre côté, les oméga 3, eux, ils ont restauré spécifiquement les événements de fusion. Donc, c'est-à-dire la vitesse de fusion, etc., est revenue à la normale. Donc maintenant, l'objectif, un peu, c'est ce qui nous intéresse en ce moment même au laboratoire, c'est qu'on a démontré ces choses sur un certain modèle, donc sur une cellule neurosécrétrice, et là, on est en train d'essayer de développer les approches qui permettent de reproduire ces données sur les neurones directement. En attendant, les effets pour la santé des oméga 3, ils ne sont plus à démontrer. D'autant plus que, en tant que mammifère, en tant qu'humain, on ne peut pas produire des oméga 3 nous-mêmes. On en a perdu la capacité, on ne l'a jamais eu. Du coup, ces molécules, il faut qu'elles proviennent de l'alimentation pour nous. Donc c'est pour ça que, pour conclure un peu ma présentation, je vous rappelle les aliments riches en oméga 3. On n'est pas obligé de prendre de l'huile de foie de morue tout le temps. Donc le saumon, enfin les poissons gras, en particulier le saumon par exemple, ou la morue. Certains d'entre vous sont peut-être végétariens, donc vous pouvez bien évidemment manger des avocats, c'est très riche aussi en oméga 3. Et les huiles végétales. Donc l'huile d'olive, elle n'est pas forcément particulièrement enrichie en oméga 3, mais en oméga 9 aussi, qui a certaines fonctions importantes comme on l'a vu. Mais l'huile de lin ou des choses comme ça peuvent très bien aussi apporter des oméga 3 dans votre alimentation. Par contre, pour les huiles, je vous conseille aussi de faire attention, parce que lorsqu'on fait trop chauffer les huiles, on peut leur faire perdre leurs effets qui sont bénéfiques pour la santé. Donc, en conclusion, j'aimerais remercier bien sûr toute mon équipe. Comme tout le monde l'a dit, la recherche, c'est un travail d'équipe. Et il y a beaucoup de gens généralement qui travaillent sur les projets. Donc moi, j'aimerais remercier plus particulièrement Nicolas Vital, mon directeur de thèse, et Emeline Tanguy, qui a plus particulièrement aussi travaillé sur ce projet. Et bien sûr aussi tous les organismes financeurs qui nous permettent de réaliser cette recherche au quotidien. Et finalement, j'aimerais vous remercier, vous aussi, pour votre attention. Merci beaucoup pour l'introduction. Je voudrais aussi remercier les intervenants précédents, Stéphane et Alexander, pour développer la notion de lipides comme constituant des membranes cellulaires. Et ce que je vais vous montrer aussi au cours de cette conférence, c'est que les acides gras ont aussi une autre fonction qui est la fourniture d'énergie. Mais pour vraiment aller un petit peu dans le sujet de la conférence, c'est un petit peu d'illustrer comment des travaux très fondamentaux sur nos attentes, nos essais de comprendre comment fonctionnent les infections et les défenses contre les infections nous ont amené à trouver des effets dans une échappée tout à fait inattendue, donc les effets d'un insecticide, le fipronil, sur les niveaux de gras de l'insecte, et donc ce qui n'est pas du tout être supposé son mode d'action. Alors,
d'abord, on va se replacer dans un contexte préoccupant qui est celui de la disparition des insectes, des principaux ordres d'insectes. Principe aussi qui a vraiment atteint le grand public avec la disparition des colonies d'abeilles, dont on a beaucoup parlé il y a une dizaine d'années. Et à tel point que certains parlent d'une 6e extinction qui est en train et qui, à la différence des précédentes, n'est pas due à une catastrophe physique, mais plutôt à une catastrophe humaine. Donc nous ne sommes peut-être pas les meilleures choses pour la vie sur Terre. Donc les causes des disparitions des insectes sont multiples. On peut citer en particulier la destruction de l'habitat. De temps en temps, on peut avoir l'apport des espèces invasives, mais une des causes principales, c'est le changement climatique. Mais pour ce soir, nous allons nous concentrer juste sur 2 types de paramètres. D'un côté, les infections, et d'autre part, l'utilisation par l'agriculture intensive de pesticides. Alors, l'histoire commence en fait chez nos collègues de Clermont-Ferrand, qui sont un laboratoire d'écologie microbienne et qui étaient très intéressés au départ par l'étude des microsporidies. Ce sont des champignons intracellulaires. Et si vous vous souvenez un petit peu vos souvenirs d'école, les microsporidies en fait sont à l'origine ce que les travaux de Pasteur ont démontré dans les late 60s, 1865-1870, qu'ils étaient à l'origine de la maladie du ver à soie. Donc c'était un petit peu ce domaine et donc très très peu étudié. Et ce qu'ils ont démontré, c'était les interactions entre une microsporidie qui affecte spécialement les abeilles. Et donc ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait des doubles expositions. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand ils utilisent des quantités très très faibles de fipronil, donc cet insecticide, il n'y a pratiquement pas d'effet sur la survie. Et quand ils infectent les abeilles, à ce moment-là, on voit que les abeilles commencent à mourir et ça s'accompagne en fait d'une augmentation de la charge parasitaire. Et en fait, ce qui était tout à fait surprenant, c'est que quand ils font une double exposition à la fois aux parasites et aux pesticides, les abeilles meurent plus vite. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas dû à une augmentation de la charge parasitaire, mais au contraire, on aperçoit plutôt que le parasite a plus de mal quand le fipronil est présent. Donc nous avons cherché à modéliser ça chez notre insecte favori, donc, qui s'appelle la drosophile. Alors la raison pour laquelle nous utilisons la drosophile, c'est que c'est probablement un des organismes les mieux connus à l'heure actuelle, et nous disposons en particulier de techniques génétiques particulièrement puissantes et sophistiquées. Donc quand on expose des drosophiles avec du fipronil, on observait une certaine mortalité qui est assez lente, seulement après 10 jours, ça commence à mourir. Et on avait à peu près le même type de mortalité quand on injectait nos microsporidies de drosophiles dans l'insecte. Et ce qui avait vraiment tout à fait frappant, c'est que quand on fait cette double exposition aux parasites et aux pesticides, à ce moment-là, de nouveau, les mouches meurent nettement plus vite qu'un effet simplement additif. Et comme pour les abeilles, ça ne s'accompagne pas d'un accroissement de la prolifération du parasite, mais bien au contraire d'une diminution de la charge parasitaire. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce parasite, la microsporidie, c'est au départ une spore qui va émettre une espèce de filament qui en fait un tube creux par lequel elle va directement harponner une cellule cible et transférer le contenu de son matériel génétique, l'ADN, dans les cellules cibles. Et on fait ici, on voit en culture de cellules, certaines cellules qui sont infectées par ces parasites qu'on voit ici en vert. Et en fait, elles vont induire la fusion des différentes cellules infectées et former une structure qui est transformée littéralement en usine de production de parasites. Et vous pouvez voir que chacun des petits points bleus correspond à un parasite tout seul. Et ces parasites ensuite vont s'organiser et vont produire à la surface de la structure des spores matures pour recommencer le cycle. Alors, tout ceci, on est repassé donc des cellules en culture au in vivo. Et ce que vous pouvez voir sur cette coupe sagittale d'une drosophile non infectée, on voit au niveau de la tête
le thorax et en particulier ici les muscles du vol, mais on voit surtout les corps gras, donc on appelle, donc ce sont les réserves lipidiques, corps gras chez les insectes, qui sont en périphérie de l'abdomen. Mais ce qui est vraiment tout à fait frappant, c'est que dans des mouches infectées, on voit pratiquement plus du tout de ce corps gras. Donc pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, si on regarde ici de nouveau sur une vue un peu plus agrandie d'un abdomen de drosophile vu par le dessus, avec la coloration rouge, on voit de nouveau tous ces lobules lipidiques parfaitement bien. Mais dans ce panneau de droite, on ne reconnaît pratiquement plus rien. Donc il faut vraiment avoir l'œil pour arriver à s'y retrouver un petit peu. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est comme pour les cultures de cellules, les microsporidies ont induit la fusion des cellules qui correspondent aux différents lobules de corps gras et l'ont transformé en production de parasites, ce que vous voyez avec le bleu, avec production de spores sur la périphérie. Donc c'est véritablement une transformation du corps gras en parasite. Et donc nos travaux de génétique ont permis de démontrer qu'en fait, le parasite, il va pirater un lipide bien particulier qui sert à faire les membranes de l'hôte, et là, il l'utilise pour faire ses propres membranes. Alors ensuite, nous sommes retournés au cas de la double exposition. Donc de nouveau ici, un animal, enfin le corps gras d'un animal qui n'a pas été exposé aux parasites ni aux pesticides. On s'aperçoit que ces réserves sont nettement moins denses lorsque la mouche a été infectée par des microsporidies. Et de la même manière, on voit aussi que les réserves sont moins importantes lorsque on expose ces mouches uniquement aux pesticides. Mais dès qu'on met les deux en même temps, on s'aperçoit à ce moment-là, on va y arriver, que les réserves sont beaucoup moins importantes. Donc en fait, tout se passe comme s'il y avait une compétition entre le parasite et le pesticide pour les lipides de l'insecte. Alors pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait dans le cas du pesticide, nous avons d'abord vérifié dans le cas d'un organisme entier ce qui se passait. Donc de nouveau, ça c'est un animal qui n'a pas été exposé aux pesticides et on peut voir de nouveau le corps gras au niveau périphérique de l'abdomen. Et quand on leur donne à manger pendant assez longtemps une dose faible de pesticides, on s'aperçoit que de nouveau toutes les réserves de lipides ont disparu. Et en fait, le fipronil agit au niveau du cerveau sur des récepteurs et ce qui se passe, c'est que par des circuits neuronaux que nous avons partiellement identifiés, on va aboutir à la libération d'une hormone. Et cette hormone, elle a une double fonction. Premièrement, elle va en fait aller agir au niveau du corps gras pour mobiliser ces gras et les brûler et les transformer en sucre, qui représente une forme d'énergie qui alimente les muscles et puis, entre autres, le cerveau. Et d'autre part, en sus de l'action directe du fipronil sur le cerveau qui induit des convulsions, on a aussi ce qui se passe, c'est un changement de comportement. C'est-à-dire que cette hormone va activer un circuit neuronal qui normalement n'est activé qu'en cas de famine. Et ça, c'est un comportement universel des animaux. Quand ils n'ont plus rien à manger, ils commencent à se déplacer pour chercher de la nourriture. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe à ce niveau-là. Et on fait donc les deux phénomènes concourent ensemble et on arrive jusqu'au cas où le réservoir est complètement vide et il n'y a plus d'énergie et la mouche meurt. Et elle meurt d'autant plus vite qu'elle est exposée à la fois au fipronil et aux parasites. Donc une petite parenthèse là. Les acides gras, c'est une source absolument fondamentale d'énergie qui est beaucoup plus puissante que les réserves en sucre. Et en fait, lorsque vous courez un marathon, lorsque vous atteignez le mur au-delà des 30 km, c'est que vous avez épuisé toutes vos réserves glucidiques, mais néanmoins, vous pouvez continuer, mais beaucoup plus difficilement, parce qu'à ce moment-là, vous commencez à brûler vos graisses. Mais les champions d'ultra-trail, eux, ils fonctionnent avec ce métabolisme en brûlant leur graisse et ça leur permet de courir jusqu'à 100 km sans, apparemment, quand on les voit, ils ont l'air d'être assez frais. Bon, voilà. Donc, pour conclure, on voit que les pesticides peuvent avoir des effets complètement inattendus, difficilement prévisibles sur les insectes cibles comme les insectes non cibles. Et effectivement, tout ce travail n'aurait pas pu avoir lieu sans le travail d'une équipe. En particulier, j'aurais remercié Sébastien Nius qui a initié le projet dans l'équipe.
Adrien Franchet est un artiste du microscope confocal qui a fait la plupart des images que je vous ai montrées. Et le projet a été poursuivi par Gaëtan Caravello et Inès Paich. Et rien ne serait arrivé sans la contribution absolument exceptionnelle au niveau technique de Myriam Yamba, qui est notre bon petit lutin. Donc je vous remercie pour votre attention.